En Californie, des détectives enquêtent sur un meurtre crapuleux. Le suspect réussit à s'enfuir, mais il sera capturé plus tard en Arizona. Il ne sera toutefois pas en détention très longtemps. Il s'évade et disparaît dans le Grand Canyon en volant et kidnappant les touristes sur son passage. Pour arrêter cet insaisissable meurtrier, les agents du FBI et les policiers devront unir leurs forces et se lancer à sa poursuite. À l'aube du 20 septembre 1990, un pêcheur lança sa ligne dans les eaux de la rivière Burns Cut près de Stockton, en Californie. Il sentit mordre à l'hameçon et tira quelque chose de lourd. C'était un grand sac de plastique. Il contenait une jambe. Le pêcheur appela le bureau du shérif de San Joaquin County. Des policiers furent immédiatement dépêchés sur la scène. Ils constatèrent qu'il y avait bien des restes humains, mais sans aucun indice qui leur permettrait d'identifier la victime. Ils firent alors appel au sergent détective Armando Mayoya, qui fut chargé de l'enquête. Les recherches dans la rivière pour trouver d'autres indices ou d'autres restes humains se sont poursuivies toute la journée et toute la nuit suivante jusqu'au lendemain matin. On a alors pu obtenir l'aide de la patrouille des cours d'eau pour fouiller la rivière pendant que nos détectives ratisseraient les berges. L'aube se levait à peine que les unités étaient déjà à l'œuvre. Elles se rendirent en eau plus profonde pendant que les détectives examinaient les berges. On n'eut pas à attendre très longtemps avant de trouver un autre sac de plastique. Celui-ci contenait 2 bras. Les poignets étaient retenus l'un à l'autre par du ruban adhésif. Tout près, un des agents de la patrouille des cours d'eau trouva un autre objet. C'était un torse humain enveloppé dans un drap. Plus tard, les agents trouvèrent dans différents sacs de plastique la jambe droite, puis la tête de la victime, et enfin des vêtements. Après plusieurs heures de recherche, les enquêteurs avaient trouvé un corps d'homme en entier. Ils ignoraient de qui il s'agissait. C'était un meurtre brutal. Il faut être cruel pour prendre le temps de démembrer ainsi un corps et le transporter dans plusieurs sacs pour s'en débarrasser. C'était un meurtre commis par un individu insensible et froid. À la morgue, le coroner examina les restes. Il conclut que la victime avait été démembrée à l'aide d'un couteau à lame dentelée.
Il faudrait compter plus de temps pour établir la cause de la mort de la victime et savoir si elle vivait au moment où on l'avait ainsi démembrée. Les détectives vidèrent les poches des vêtements et trouvèrent un porte-monnaie contenant un permis de conduire émis en Californie. Il appartenait à un certain Sam Lee McCullough, 40 ans, de Stockton. Les dossiers judiciaires indiquaient que ce dernier avait déjà été arrêté pour un délit mineur. La vérification des empreintes digitales de la victime permit de confirmer son identité. Après avoir informé la famille de McCullough de sa mort, les détectives obtinrent l'autorisation de fouiller sa maison. L'identification de la victime nous a permis d'obtenir l'adresse de cet individu. Nous sommes allés chez lui. Il vivait au 5200 Est Mariposa Road à Stockton Sud. Les policiers donnaient rendez-vous à la petite amie de Sam McCullough chez lui. Elle avait signalé sa disparition plus tôt le même jour. Comme Sam ne l'avait pas appelé depuis quelque temps, elle était venue chez lui et elle avait alors vu tout le fouillis dans la maison. De nombreux effets manquaient. Sa Jeep Cherokee blanche n'était pas là non plus. Il manquait également 2 fusils, un revolver et un pistolet semi-automatique de 9 mm. Les détectives et les policiers examinèrent la maison de McCullough. Ils remarquèrent des traces de pas qu'ils analysèrent à l'aide d'un appareil électrostatique. Les traces semblaient avoir été laissées là par des bottes. Les enquêteurs recueillirent également des empreintes digitales, mais l'analyse révéla qu'elles provenaient toutes des habitués de la maison. Si le meurtre avait été commis dans ce lieu, le meurtrier avait éliminé tout indice évident. Avec un homicide comme celui-ci, on pourrait s'attendre à trouver du sang partout, de nombreuses taches. La personne impliquée avait pris beaucoup de temps pour nettoyer et aussi cacher les indices. Dans la salle de bain, un enquêteur fit une découverte importante. Presque au moment de partir, on a éclairé en passant avec une torche électrique et on a aperçu un reflet tout près de la bonde. On aurait dit l'éclat d'une paillette. Les enquêteurs savaient d'expérience qu'il s'agissait là d'une trace de collagène, une substance présente dans les os qui a des propriétés réfléchissantes exceptionnelles. En regardant au fond du tuyau d'écoulement, on a trouvé du sang, des tissus humains, des fragments d'os et beaucoup de cheveux. Au point où en était l'enquête, il était probable qu'on eût démembré la victime dans la baignoire de cette résidence. Par des analyses subséquentes, on put affirmer qu'il s'agissait bien du sang et des cheveux de Sam McCullough. Le médecin légiste détermina que McCullough était déjà mort lorsqu'on lui avait sectionné les membres. Il avait été abattu d'un projectile au front. La présence de poudre explosive indiquait qu'on l'avait tué à bout portant. Le médecin légiste préleva les fragments de projectiles et il les envoya au laboratoire balistique de l'État. Les experts évaluèrent la taille, le poids et la composition des fragments et purent affirmer que l'arme du crime était une carabine de calibre 22. On peut identifier le modèle de l'arme utilisée en comparant les fragments recueillis à des projectiles tirés avec des armes du même type. Les experts du département de la justice croyaient que l'arme qui avait tué McCullough était une carabine Westernfield. Des détectives trouvèrent ensuite des documents contenant la liste des numéros de série des armes de McCullough ainsi que celui de sa Jeep. Ils ajoutèrent ces numéros à son dossier qu'ils transmirent au NCIC, le Centre national d'information criminelle. Quelques jours plus tard, un policier de Stockton trouva la Jeep abandonnée à plusieurs kilomètres de la maison de McCullough.
mais la fouille du véhicule ne fournit aucun indice sur le crime. Les enquêteurs ne disposaient d'aucune piste pour remonter jusqu'au meurtrier. Ils ratissèrent le quartier de McCullough dans l'espoir de trouver un témoin. Personne n'avait vu ni entendu quelque chose d'anormal. Une voisine se rappelait toutefois que la maison de McCullough avait été cambriolée 2 ans plus tôt. Un dossier au service de police confirma ces déclarations. En effectuant une recherche sur les noms des personnes impliquées dans ce crime, nous avons trouvé un rapport selon lequel le suspect était un certain Stephen Horning. Au dire de McCullough, Stephen l'avait volé à la pointe de son arme. C'était la première piste solide. Comme Stephen Horning n'était plus à sa dernière adresse connue, les policiers retracèrent son frère aîné qui était policier sur le campus d'un collège. Celui-ci déclara aux agents qu'il avait 5 frères en tout et que Stephen était particulièrement proche de l'un d'eux, Danny Ray Horning. Stephen et Danny étaient inséparables. Ils chassaient et pêchaient souvent dans la rivière Burns Cut, soit la rivière même où le corps de McCullough avait été abandonné. Le policier parla en particulier d'une expédition de chasse de ses 2 frères. Ils avaient abattu un cerf, l'avaient rapporté à la maison et débité dans la baignoire. C'était très significatif pour nous parce qu'on avait démembré la victime de la même façon. L'aîné des frères Horning indiqua au détective un autre détail qui leur était déjà familier. Après avoir débité le cerf, Danny avait mis les membres de l'animal dans des sacs à ordures noires. Pour les enquêteurs, cette histoire ressemblait étrangement à l'homicide de Sam McCullough. Ils lui demandèrent ensuite d'identifier des vêtements trouvés dans un sac qui contenait aussi des membres humains. Celui-ci déclara que les shorts noirs et le t-shirt ressemblaient à ceux que son frère Danny portait souvent. Les enquêteurs apprirent également que personne de la famille Horning n'avait vu Stephen et Danny depuis le 19 septembre, jour du meurtre de Sam McCullough. L'enquête avait tellement progressé qu'on avait assez de présomptions pour présenter le dossier à un juge. On a ainsi obtenu les mandats de recherche et d'arrêt de Stephen et Danny. Le 20 novembre 1990, 2 mois après le meurtre, les policiers du bureau du shérif de San Joaquin se rendirent à la roulotte des 2 frères située derrière la propriété de leurs parents. Comme il n'y avait personne, les détectives fouillèrent les environs. Derrière la roulotte, ils trouvèrent un indice important. La crosse et le canon tronçonné d'une carabine. Les experts en balistique avaient indiqué que l'arme utilisée pour tuer McCullough était vraisemblablement une carabine de calibre 22 Westernfield. Le tronçon du canon trouvé dans le champ près du lieu de résidence du suspect était celui d'une carabine 22 Westernfield. Le lendemain, les policiers retournèrent à la roulotte. Stephen Horning, un des 2 frères, était là. Il fut arrêté et inculpé de meurtre. Quant à l'autre suspect, son frère Danny Ray Horning, il était introuvable. En décembre 1990, à la prison du comté de San Joaquin en Californie, un suspect était en garde à vue suite au meurtre de Sam McCullough et au démembrement de son corps. On avait arrêté Stephen Horning après une enquête d'1 mois, mais les enquêteurs devaient trouver des preuves pour le garder plus longtemps en détention. Son frère, Danny Ray Horning, était recherché lui aussi, mais il avait disparu.
Steven jura qu'il n'était pas impliqué dans ce meurtre et déclara qu'il ignorait où se trouvait Danny. Comme Steven ne semblait pas vouloir aider les policiers, ils s'adressèrent au père des deux frères. M. Horning fournit de précieuses informations au sergent détective Armando Mayoya sur l'arme présumée du crime. En parlant avec le père du suspect, j'ai appris qu'il avait vu Danny avec la carabine 22 au canon tronçonné. Le père ajouta que Danny et Steven étaient derrière la roulotte quand ils avaient abattu un chien avec l'arme à feu. Ensuite, Steven avait tiré la bête avec une arbalète. M. Horning croyait que ses fils avaient enterré le chien dans le champ derrière la roulotte. Les enquêteurs fouillèrent le terrain des Horning. Ils aperçurent bientôt un endroit où la terre avait été fraîchement retournée et se mirent à creuser. On a trouvé le chien. Ensuite, un expert a recueilli le projectile dans le crâne de l'animal. Le projectile fut examiné au laboratoire balistique de l'État. On en conclut que le chien avait été tué avec une carabine de calibre 22 Western Field. On avait utilisé ce même modèle pour assassiner Sam McCullough. Les experts comparèrent ensuite la balle ayant tué le chien à celle qui avait tué McCullough. Leur conclusion, il était vraisemblable que les deux projectiles avaient été tirés avec la même arme à feu. Les détectives se rendirent à la prison du comté pour mettre Steven Horning devant les faits. Ils lui parlèrent des preuves balistiques très convaincantes, laissant présumer que le projectile ayant abattu le chien était semblable à celui qui avait tué Sam McCullough et du fait qu'on avait vu Danny, son frère, avec la carabine Western Field de calibre 22. Quand il comprit que les preuves contre lui et son frère étaient convaincantes, Steven accepta de coopérer. Il déclara que Danny était avec lui lors du vol chez McCullough 2 ans plus tôt. Danny avait juré de tuer McCullough quand il avait appris qu'il avait porté plainte à la police. Puis il avait été incarcéré pour avoir maltraité un enfant. Quand il était sorti quelques mois plus tard, Danny avait parlé de son intention de refaire un vol chez McCullough. Comme on ne disposait d'aucune preuve matérielle de l'implication de Steven dans le meurtre de Sam McCullough, les enquêteurs abandonnèrent les accusations contre lui. Il devait maintenant trouver son frère, mais Danny Ray Horning avait disparu. Pendant 6 mois, le sergent détective Armando Mayoya travailla sur l'enquête sans trouver de nouvelles pistes. Mais le 22 mars 1991, les autorités de Winslow en Arizona l'appelèrent à propos d'Horning. J'ai reçu un appel du service de police de Winslow. On avait arrêté Horning suite à un vol de banque. Ce jour-là, Horning était entré dans la Valley National Bank de Winslow, à plus de 1200 km à l'est de Stockton, en Californie. Il avait utilisé pour la première fois son pistolet de 9 mm pour forcer la caissière à remplir un sac avec 25 000 $. Pendant qu'elle était dans l'autre pièce, elle déclencha le système d'alarme silencieux avec son pied. Au service de police de Winslow, situé à seulement un pâté de maison, le détective Elmer Assey prit l'appel. Dans ma voiture fantôme, je passais inaperçu. Je me suis garé à un endroit où je croyais pouvoir voir ce qui se passait dans la banque. Mais il lui était impossible de voir quoi que ce soit. Le détective s'approcha donc pour vérifier de plus près. En regardant par la vitre, il vit un homme armé se diriger à reculons vers la porte avec un otage. Il a franchi le seuil de la porte. Je lui ai braqué mon arme dans les côtes et je l'ai poussé contre le mur, en lui prenant son sac d'argent des mains.
Le suspect avait un pistolet de 9 mm sur lui. Le détective Assey découvrit alors qu'il s'appelait Danny Ray Horning. En vérifiant dans la base de données du NCIC, il constata qu'un mandat d'arrêt était levé contre lui. Assey décrivait à Mayoya l'arme à feu du suspect. Il m'a dit qu'il avait un pistolet semi-automatique de 9 mm et il m'en a donné le numéro de série. C'était le numéro d'une des armes volées à la résidence de McCullough, la victime. En Arizona, Horning fut jugé coupable de vol à main armée, d'enlèvement et de voies de fait. Au procès, il mit le juge au défi de lui imposer la peine la plus sévère pour ce délit, jurant qu'il s'évaderait de prison avant 1 an. Le juge releva le défi et condamna Horning à 4 peines d'incarcération à vie. Les autorités de Californie décidèrent de ne pas faire venir Horning tant qu'il n'aurait pas purgé toute sa peine à la prison d'État de l'Arizona à Florence. Le 12 mai 1992, les gardiens qui faisaient l'appel des prisonniers à 16 heures s'aperçurent que le prisonnier numéro 85-897 n'était pas dans sa cellule. On verrouilla l'établissement et on le fouilla minutieusement, mais on ne retrouva pas Danny Ray Horning. Ce criminel reconnu et présumé meurtrier était en cavale. Le 12 mai 1992, à l'extérieur de la prison d'État de l'Arizona à Florence, s'engagea une importante chasse à l'homme pour retrouver l'évadé Danny Ray Horning, condamné à 4 peines d'emprisonnement à vie. Horning était également soupçonné d'avoir tué et démembré une de ses victimes en Californie. L'enquêteur spécialisé dans les cas d'évasion Doug Schuster du service correctionnel de l'État de l'Arizona participa à l'organisation des recherches. Notre service dispose de pisteurs, de chiens, de véhicules et d'équipements. Il s'agissait donc de le pister pour pouvoir ensuite l'arrêter. On voulait l'apercevoir, suivre sa piste à l'aide de nos chiens, de nos chevaux et de nos hommes pour enfin le retrouver. Des équipes constituées de personnel policier local, de l'État ainsi que d'agences fédérales répondirent à l'appel. Mais Horning avait déjà quitté le secteur immédiat de la prison. Pendant que les équipes agrandissaient leur rayon de recherche, Schuster retourna à la prison pour tenter de comprendre comment le présumé meurtrier avait pu s'évader. Les dirigeants de la prison demandèrent alors au FBI de participer à l'enquête. On commença par examiner le dossier de Horning. Ce criminel avait été placé dans l'unité centrale de la prison, soit l'endroit le mieux gardé de l'établissement. Rien ne laissait croire qu'il s'était trouvé un passage ou qu'il avait pratiqué une ouverture dans un des murs du pavillon central. Les agents interrogèrent les gardiens de la prison ainsi que les prisonniers pour reconstituer les derniers faits et gestes d'Horning. Doug Schuster comprit alors pourquoi Horning n'était pas dans sa cellule. Tous les détenus sortent de leur cellule dans la journée. Certains travaillent dans des ateliers, d'autres en cuisine. Ils sont un peu partout dans la prison. Il y en a qu'un certain nombre dans leur cellule. Quant aux autres, on note sur un formulaire où ils se trouvent. Ces 4 prisonniers sont à la cuisine et travaillent, par exemple. C'est pour ça qu'ils ne se trouvent pas en cellule lors de l'appel des prisonniers. Les enquêteurs apprirent qu'Horning avait été assigné à du travail d'entretien. Il devait notamment faire le ménage de l'infirmerie. Cela lui donnait accès à des uniformes médicaux. Il a trouvé une veste de laboratoire blanche à la clinique de la prison et des pantalons blancs à la cuisine. Les enquêteurs croyaient qu'Horning avait enfilé les pantalons blancs, mis la veste de laboratoire et qu'il avait obtenu une fausse carte d'identité d'employé.
Ainsi, il était simplement sorti de prison en toute impunité et avait pu se rendre dans la ville de Florence, à quelques kilomètres de là. Les enquêteurs examinèrent ensuite le dossier d'Horning pour tenter de savoir où il pourrait se rendre. Une de ses destinations possibles était la Californie, où vivait sa famille et certaines de ses relations. L'autre destination était Winslow, en Arizona, où l'évadé avait juré de se venger des policiers et des agents du FBI qu'il avait envoyés en prison. L'agent spécial Kit Torlhurst du bureau du FBI de Phoenix se joignit alors à l'enquête. Il devait travailler en étroite relation avec le service correctionnel pour empêcher Horning de frapper à nouveau. Selon les informations recueillies à la prison, on croyait qu'il allait faire d'autres vols de banque, puis se rendre à Winslow pour tuer les employés de la banque, où il avait tenté son vol, ou alors tuer les agents. On croyait qu'il se rendait dans cette direction. Les agents examinèrent les effets personnels d'Horning dans sa cellule. On les envoya ensuite au psychologue de l'Académie du FBI à Quantico, en Virginie. On a demandé aux experts du service des sciences comportementales s'ils pouvaient déterminer si cet individu pouvait mettre ses menaces à exécution. On nous a dit plus tard qu'il était en mesure de le faire, qu'il était même capable de le faire. Si Horning pouvait tuer des agents du FBI, personne n'était à l'abri. On eut une première piste solide dans les recherches pour trouver Horning 3 jours après son évasion. Le 15 mai, des policiers du bureau du shérif de Pinal County furent dépêchés à un ranch à 25 km à l'ouest de la prison. Le propriétaire déclara que sa maison avait été cambriolée. Certains de ses vêtements, des jumelles, ainsi que des aliments avaient disparu. Il manquait également plusieurs armes chargées. Tout portait à croire que c'était là un coup de Horning qui préparait sa vengeance. Et l'on ne s'était pas trompé. Les policiers ont trouvé l'empreinte digitale de Horning dans la maison. On est devenu encore plus inquiet à ce moment-là. Il allait bien dans la direction qu'on craignait et il semblait se préparer à mettre son plan à exécution. Le fugitif était maintenant armé. Le FBI fit appel aux médias pour mettre le public en garde et solliciter son aide. Lors d'une conférence de presse, des agents montrèrent la photo d'Horning et transmirent des informations à propos du fugitif. Quiconque verrait Horning était invité à appeler le FBI immédiatement, en prenant bien garde de n'approcher le présumé meurtrier sous aucun prétexte. Le 11 juin, des policiers répondirent à un appel suite à un vol dans un chalet près de la ville de Pine, à mi-chemin entre la prison et Winslow. Cette fois-ci, Horning avait volé un camion. Selon l'agent spécial Kit Torlhurst, le suspect essayait de devenir une célébrité. Il avait volé d'autres armes à cet endroit et il y avait laissé un mot disant « Merci pour ses effets » et signé Danny Ray. Il essayait ainsi de se faire connaître du public, j'imagine. Lorsque cette histoire fit les manchettes, les enquêteurs craignaient que le public n'idéalise Horning et ne se rende pas compte à quel point il était dangereux. Après tout, cet homme n'avait pas hésité à démembrer une de ses présumées victimes en Californie. Maintenant, Horning avait un véhicule. Il était armé et il s'approchait du parc du Grand Canyon au moment où des dizaines de milliers de touristes commençaient leurs vacances. Pendant 10 jours, personne ne le vit. Avec son camion, Horning pouvait avoir déjà parcouru des centaines de kilomètres. Mais le 21 juin, un agent du service de la sécurité publique vit le véhicule volé à 80 km au nord de Pine. Danny Ray était au volant. L'agent demanda des renforts.
Mais avant que ceci n'arrive, Horning descendit de sa camionnette et il s'enfuit à pied dans la forêt qu'il connaissait déjà très bien. Des agents du FBI répondirent immédiatement à l'appel. Dans la camionnette, ils trouvèrent un autre mot signé de la main d'Horning. Pine, en Arizona, se trouve dans un secteur boisé au nord de l'État. Sur la route qui relie Florence à Winslow, Pine est presque aux abords de Winslow. Horning s'approchait donc de plus en plus de cet endroit et cela nous inquiétait beaucoup. Et rappelons-nous, il était armé, il avait un véhicule et il se trouvait dans cet endroit. Nous avions peur qu'il ne mette ses menaces à exécution. Les autorités de Winslow n'étaient pas les seules en danger. Le FBI établit un poste de commandement dans le parc du Grand Canyon où Horning était une menace réelle pour les milliers de visiteurs. Les agents prirent note de toutes les informations fournies par le public et tentèrent de prévoir ce qu'ils feraient ensuite. Ils organisèrent de nouvelles recherches et relayèrent l'information aux divers services de police et agences impliqués. Le territoire de recherche était vaste et Horning se déplaçait rapidement. Le 23 juin, 2 touristes déclarèrent qu'Horning les avait assaillis dans leur auto au parc national. Ils étaient garés dans le stationnement la veille lorsque Horning, à la pointe de son arme, les avait obligés à démarrer. Il leur avait ensuite ordonné de le conduire au bord du canyon. Il s'enregistra à une chambre d'hôtel et obligea ses otages à y demeurer. L'arme de leur ravisseur leur enleva l'envie d'appeler à l'aide. Ils craignaient que celui-ci ne leur tire dessus à tout moment. Horning enregistra alors un message destiné aux autorités. Il leur demandait de cesser les recherches pour le trouver. Il exigeait également la remise en liberté de l'un de ses frères en prison, ainsi qu'une rançon d'1 million de dollars pour la libération d'une famille qu'il prévoyait prendre en otage à la place de ses présents otages qui n'avaient pas d'enfants. Le lendemain, Horning força le couple à le conduire à un magasin où il s'acheta de l'équipement de camping, des vêtements et de la nourriture. Mais avant qu'il n'ait eu le temps d'enlever une famille, un garde forestier le reconnut et le prit en filature en voiture. Horning tira sur le garde, le forçant ainsi à ralentir. Il ordonna alors à son otage d'accélérer. Quand l'écart entre les deux véhicules fut assez important, il lui ordonna de s'arrêter. Il descendit de l'auto et prit la fuite à pied. Le fait qu'il ait tiré sur un représentant de la loi montrait à quel point Horning était désespéré et de plus en plus dangereux. On savait qu'il avait juré de ne pas se faire arrêter vivant. Il entendait en finir avec sa vendetta avec le FBI et les employés de la Valley National Bank. De plus, il avait déjà tiré sur un garde forestier. Nous étions donc très prudents quand on est entré dans les bois à sa poursuite. On ne pouvait pas courir après lui à la même cadence. Il prenait donc aisément de l'avance. Le couple d'otages fournit aux agents la description des nouveaux vêtements d'Horning ainsi que des informations sur ses projets. Une fois encore, des équipes de recherche armées ratissèrent l'endroit où l'on avait vu Horning pour la dernière fois, mais on ne trouva aucune trace de lui. Il était de nouveau à pied et il se cachait quelque part dans l'immense parc du Grand Canyon. Il avait juré de kidnapper une famille avec enfants. Pour l'arrêter, le FBI fit appel à son unité de sauvetage d'élite, le HRT.
Les agents quadrillèrent tout le secteur, allant même jusqu'au fond du canyon, fouillant les grottes et menant des recherches par voie aérienne. Ils devaient trouver le présumé meurtrier avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Des équipes de recherche du FBI, du service correctionnel de l'Arizona, ainsi que des services de police locaux étaient sur la piste du fugitif Danny Ray Horning dans le parc du Grand Canyon. On avait mobilisé des dizaines d'agents, des chiens renifleurs et des hélicoptères pour trouver Horning avant qu'il ne prenne d'autres otages. Mais le présumé meurtrier pouvait être n'importe où dans ce parc de plus de 48 000 hectares. Comme Horning représentait un réel danger pour les touristes, le FBI décida de fermer l'accès au parc pendant le week-end de la fête nationale du 4 juillet. Cela représentait une tâche colossale, car c'était le week-end de l'année où le parc recevait le plus de visiteurs. C'était également la première fois dans l'histoire de ce parc de 73 ans qu'on le fermait à cause d'une menace criminelle. Mais Horning était trop dangereux pour qu'on ne fasse pas l'impossible, comme nous le raconte l'agent spécial Keith Tolhurst. Il se déplaçait un peu partout dans le parc et nous ne pouvions pas maîtriser la situation car il y avait beaucoup trop de visiteurs. Nous avons donc décidé d'évacuer tout le monde par des passages obligés et d'essayer de mettre la main sur lui. On refusait l'accès aux nouveaux visiteurs et on demandait à ceux qui s'y trouvaient déjà de sortir du parc. La police dressa des barrages routiers aux divers points d'entrée et de sortie du Grand Canyon. On fouilla plusieurs véhicules et on informa les automobilistes de la présence d'Horning. Malheureusement, les agents ne furent pas assez rapides. Le 4 juillet, 2 touristes anglaises se préparaient à quitter le parc lorsqu'un homme armé s'approcha d'elles. Elle savait que c'était Danny Ray Horning, même s'il ne ressemblait plus guère aux photos publiées. Il était plus mince, avait les cheveux blonds et il était rasé. Comme il ne pouvait plus sortir librement du parc, ces 2 femmes et leur auto devenaient sa seule issue de secours. À un barrage routier, un policier fit arrêter le véhicule et parla aux 3 passagers. Horning avait menacé de tuer les 2 femmes si elles le trahissaient. Les 2 otages devaient rester calmes, même si Horning était assis derrière elles avec une arme braquée dans leur dos. Le policier ne reconnut pas l'homme blond et il les laissa sortir. Une fois à l'extérieur du parc, il obligea les 2 femmes à le conduire à Williams, à 100 km plus au sud. Quand ils furent assez loin de la police et du parc du Grand Canyon, Horning les obligea à s'arrêter. À la pointe de son arme, il les força ensuite à entrer dans les bois. Les 2 femmes étaient convaincues qu'Horning allait les abattre. Mais à leur grand soulagement, il les laissa là, prenant la fuite à bord de leur voiture. Les 2 femmes se libérèrent de leurs liens et se rendirent à une épicerie. La caissière appela alors les autorités. On lui dit qu'un policier se trouvait déjà dans les environs. Elles purent fournir à la police des informations sur Horning, sur son apparence et sur la voiture qu'il conduisait.
On a transmis la description du dernier véhicule qu'il avait volé à ses femmes. Un policier a alors aperçu la voiture se diriger vers Phoenix. Le patrouilleur Steven Costello travaille pour le service de sécurité publique de l'Arizona. Quand il aperçut Horning, il décida de le suivre. Bientôt, la poursuite prit une tournure tragique. J'ai entendu un bruit sourd et j'ai pensé que ma voiture avait un problème mécanique. J'ai regardé les cadrans du tableau de bord, mais tout semblait bien fonctionner. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il m'avait tiré dessus. J'en ai avisé le répartiteur au poste. Je lui ai dit qu'il avait tiré sur moi, que j'étais sain et sauf et que j'allais continuer de le suivre. Les coups de feu obligeaient le patrouilleur à garder une certaine distance avec le fugitif. Mais il savait qu'il ne devait le laisser s'échapper sous aucun prétexte. Horning tenta de semer son poursuivant en changeant de direction près de la ville de Sedona. Il s'est engagé dans la sortie. Je l'ai vu freiner brusquement et se mettre à déraper. Il a alors frappé un panneau signalisateur. Je lui ai alors crié « Arrêtez, ne bougez plus !» Le coup de feu n'atteignit pas le fugitif. Le policier avait reçu l'ordre de ne pas suivre Horning dans les bois. Lorsque les renforts arrivèrent, les agents et les policiers ratissèrent méthodiquement le secteur. Mais une fois de plus, Horning fut introuvable. Après le coucher du soleil, le poste de commandement reçut un renseignement. Quelqu'un avait aperçu Horning boire de l'eau à même un tuyau d'arrosage dans le quartier de Sedona. Un agent de patrouille répondit à l'appel. Horning était vraisemblablement toujours armé. Cette fois, il n'y eut pas d'échange de coups de feu. Après une poursuite de 54 jours et après avoir parcouru des centaines de kilomètres, c'est un Horning épuisé qui se laissa arrêter. Il n'y avait pas de doute dans mon esprit que la détermination de nos équipes à ne pas lâcher a littéralement jeté à terre Horning. Il gisait là, comme un chien épuisé. Cet homme qui avait toujours son arme avec lui, qui avait juré de ne jamais se faire prendre vivant, tout ce qu'il demandait maintenant, c'était un verre d'eau. Danny Ray Horning écopa de 6 années d'incarcération de plus pour les délits commis pendant sa cavale. Les autorités de la Californie décidèrent alors de faire venir Horning et de le faire accuser du meurtre de Sam McCullough. Le procès s'ouvrit le 12 mai 1994. Les avocats du procureur prouvèrent qu'en septembre 1990, Danny Horning était entré par effraction dans la maison de Sam McCullough pour un vol. Horning en voulait à McCullough d'avoir porté plainte contre lui à la suite d'un autre vol dans le passé. Il ligota McCullough, l'empêchant ainsi de se défendre. Horning était alors armé de sa carabine Westonfield 22 au canon tronçonné, la carabine même avec laquelle on l'avait vu abattre un chien plus tôt. À bout portant, il abattit Sam McCullough. Les quelques éclaboussures de sang et les tissus humains qu'on trouva dans le tuyau d'écoulement de la baignoire indiquaient que Horning avait démembré sa victime dans cette baignoire. Il s'était ensuite débarrassé de son corps dans la rivière Burnskut. Le 15 juillet 1994, environ 4 ans après la mort de Sam McCullough, un jury californien a trouvé Horning coupable de meurtre. Il a été condamné à la peine de mort.
Danny Ray Horning a été envoyé à la prison de San Quentin. Il est présentement dans une cellule à sécurité maximum où il attend son exécution.